Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Thibaut, je suis super content de vous retrouver dans cette vidéo pour parler d'un sujet qui revient énormément de fois sur nos vidéos. On a beaucoup de personnes qui nous disent par exemple c'est super, je suis intéressé pour investir dans le secteur des crypto-monnaies, plus spécifiquement dans le Bitcoin, mais c'est trop volatile, c'est trop pour moi et moi je voulais vraiment essayer à adresser à ces personnes-là un message important qui est celui de la volatilité du Bitcoin et pour montrer à travers cette vidéo que non, le Bitcoin n'est pas trop volatile et que tout va dépendre en fait de notre référentiel. Donc il y a pas mal de choses qu'on va devoir voir ensemble, donc vraiment restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour vraiment comprendre mes propos dans la totalité. Donc comme je l'expliquais en introduction, l'objectif de cette vidéo c'est de vous montrer un petit peu les différents référentiels et sur lesquels vous allez devoir vous placer pour comprendre et appréhender un petit peu plus la volatilité qui existe aujourd'hui dans le secteur des crypto-monnaies. Je vais essayer de vous montrer à travers différents exemples que notamment le Bitcoin n'est pas volatile et que ça va dépendre un petit peu des lentilles à travers lesquelles vous allez devoir observer le marché. Par exemple là à l'écran je vous ai mis une image et vous allez ici retrouver plusieurs choses. Premièrement ici la courbe en jaune, c'est celle de l'or. Et puis de l'autre côté, vous allez avoir différentes courbes, notamment celle du dollar, du yen, du franc suisse et puis du pound. Et vous voyez que par rapport à l'or, qui est une réserve de valeur, ça c'est acté depuis maintenant des millénaires, par rapport à cette réserve de valeur-là, on a complètement une baisse incroyable du pouvoir d'achat lié à l'impression monétaire des différentes monnaies fiduciaires qu'on voit depuis le début. Donc on voit qu'on a eu une forte baisse sur cette période, et puis également une accélération de la dévaluation des monnaies après 1971, donc c'est après la fin de l'étalon or, par Richard Nixon. Donc si vous connaissez un petit peu l'histoire, et on vous en a déjà parlé à plusieurs reprises, au départ on avait une parité de 1 pour 1 avec notamment le dollar et puis l'or. On savait que chaque dollar qui était imprimé, ça pouvait être récupéré pour de l'or. C'était simplement un reçu. Les dollars que vous aviez, c'était simplement un reçu pour pouvoir récupérer dans votre compte en banque la véritable monnaie qui était l'or ou l'argent, mais plus spécifiquement ici l'or. Et puis passé à un moment donné, lorsque tous les États, et plus spécifiquement la France, il y a eu l'Allemagne, il y avait également aussi le Royaume-Uni qui ont demandé à un moment donné de récupérer leur or, vu que les États-Unis imprimaient énormément de dollars au fur et à mesure du temps, forcément les autres pays ont décidé de récupérer leur or qui était à l'époque stocké aux États-Unis. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Forcément à un moment donné, Richard Nixon a mis fin de la convertibilité du dollar en or pour éviter de perdre toutes leurs ressources en or qu'ils avaient à l'époque dans leur coffre. Donc c'est pour ça qu'on a eu une accélération à la fois de la dette, de l'impression monétaire et une dévaluation totale des monnaies fiduciaires qui s'est vraiment accélérée après 1971. Donc ça a été le cas bien évidemment pour le franc suisse, le yen, le dollar. On aurait pu mettre tous les autres types de monnaies depuis le début. Et en fait, on voit qu'on a un schéma qui se répète inlassablement depuis le départ. Et là, vous voyez que c'est quand même très récent, mais sur l'histoire de l'humanité, des monnaies fiduciaires, bien évidemment qu'il n'y a pas eu que celle-ci, des monnaies fiduciaires, il y en a eu plusieurs milliers. Et si vous regardez un petit peu l'histoire, il n'y a pas un exemple depuis toute l'histoire du début de l'humanité qui a montré en fait qu'une monnaie fiduciaire a pu résister avec le temps et qui n'est pas allée à sa valeur intrinsèque qui est tout simplement du papier, c'est-à-dire zéro. Voilà. Aujourd'hui, les monnaies fiduciaires, on le sait, c'est historique, qu'elles vont tous à un moment ou à un autre à cause de cette impression monétaire, à cause du déficit qui est toujours utilisé pour pouvoir par exemple financer les guerres, financer le développement de certains actifs financiers, etc. Tout ça fait que ça dévalue à la fois la monnaie, que ça diminue le pouvoir d'achat des personnes qui détiennent cette monnaie-là, et ça, justement, on peut le constater à travers le schéma que je viens de vous représenter ici. Et on voit que depuis les années 1900, le dollar a été dévalué de presque 98,4% par rapport à l'or. Il y a un schéma que je vous remontre ici, qui vous montrait un petit peu le pouvoir d'achat que vous pouviez avoir depuis 1913 avec 1 dollar. Donc forcément, au début, en 1913, vous aviez 1 dollar. Et puis, après l'apparition de la Fed aux États-Unis, vous avez eu une diminution du pouvoir d'achat que vous pouviez avoir avec 1 dollar. Et ça s'est arrêté, ce schéma en 2018. Mais vous voyez qu'à l'époque, avec 1 dollar, vous aviez 1 dollar de pouvoir d'achat. Aujourd'hui, avec ce même dollar, vous avez l'équivalent presque de 10 centimes, voire aujourd'hui beaucoup moins, puisqu'on sait qu'avec l'impression monétaire qu'on a pu avoir sur l'année 2020,
Et là, début 2021, à cause de la crise financière et économique, on a eu 20% de tous les dollars, entre 20 et 25% de tous les dollars en circulation qui ont été créés depuis 1913. 20% de tous ces dollars-là ont été créés seulement depuis l'année 2020. C'est juste complètement dingue. Donc forcément qu'il va y avoir de l'inflation, forcément qu'on va avoir une dévaluation importante du pouvoir d'achat si on ne s'intéresse pas de près ou de loin aux réserves de valeur. Donc je vous ai parlé de l'or, et là je vais vous parler bien évidemment du Bitcoin. Donc il y a un schéma qui est également très évocateur et qui vous permet de comparer les onces, notamment que vous pouvez avoir des onces d'or à partir d'un bitcoin. Donc autrefois, si on revient au tout début, un bitcoin ça valait très peu d'argent, c'était très peu connu, c'était très peu médiatisé. Donc en 2013, avec un bitcoin, vous pouviez avoir 0,079 onces d'or, ce qui était quand même relativement faible, mais tout dépend en fait un petit peu de votre référentiel. Et puis on a eu la première bulle, de 2013. Forcément, le cours de l'or a également un petit peu augmenté sur cette période, vu qu'on avait eu la crise des subprimes en 2008. Mais également là, on a eu une explosion à la hausse du cours du Bitcoin. Et puis ça s'est un petit peu calmé et on a eu la fameuse bulle de 2017. Et durant cette fameuse bulle de 2017, on avait atteint le dernier plus haut qui était de 14,019 onces d'or pour un Bitcoin. Donc on voit que depuis le départ, en fait, si on a toujours tendance en fait à comparer le Bitcoin, notamment aux monnaies fiduciaires, celles que je vous ai expliquées depuis le début, le dollar, l'euro, etc. Sauf que si on veut vraiment être raccord avec le marché de la réserve de valeur, on devrait plutôt comparer le marché du Bitcoin à celui notamment de l'or et plus spécifiquement au nombre d'onces d'or que vous pouvez obtenir à partir d'un Bitcoin. Et on voit que même en regardant ça, vu qu'on est sur l'émergence d'une nouvelle classe d'actifs, et plus spécifiquement l'émergence d'une nouvelle classe d'actifs basée sur la réserve de valeur, on voit qu'en réalité on est en train de surperformer l'or qui, je vous le rappelle, est une réserve de valeur depuis maintenant plusieurs milliers d'années. Ça c'est vraiment quelque chose d'acté. Et là dernièrement, alors je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo, mais on a déplacé notre précédent plus haut qui était de 14 onces d'or pour un Bitcoin. Et là aujourd'hui, vous voyez qu'on est à 17,361 onces d'or pour un Bitcoin. Tout ça pour vous dire que, en effet, la volatilité qu'on retrouve sur le marché des crypto-monnaies et plus spécifiquement sur le Bitcoin, c'est une volatilité qui est extrêmement importante et qui n'a pas d'équivalent sur les marchés financiers, mais que c'est une volatilité qui va, je vous le rappelle et vous le voyez, qui est une volatilité qui va vers le haut. Vous ne pouvez pas obtenir des rendements si vous n'avez pas de volatilité. La volatilité, c'est pas quelque chose de mal en soi. Une volatilité, c'est simplement une variation du cours. Sauf que quand vous regardez, notamment si on prend le modèle du stock to flow depuis le début, on voit qu'on a une volatilité du cours du Bitcoin depuis le début, mais une volatilité qui est à la hausse vraiment depuis le départ. Et pour moi, c'est une tendance qui n'est absolument pas prête de s'arrêter. C'est vraiment ça qu'il faut que vous preniez en compte. Même si sur le court terme, en effet, on a des fluctuations qui sont importantes, qui peuvent être importantes pour des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. C'est peut-être parce que vous n'avez pas forcément une vision objective du marché. Moi aujourd'hui, cette volatilité ne me fait absolument plus rien parce que j'ai pas pris forcément des risques qui sont complètement démesurés. Je connais très bien le marché, ça fait des années que j'investis dedans. Et du coup, moi, les fluctuations à court terme, clairement, je m'en fous parce que j'ai vraiment une vision importante là-dessus et que même si demain je perdais la totalité de mon argent, je dis pas que ça me ferait plaisir, mais déjà, premièrement, il y a très peu de chances que ça arrive, mais même si ça arriverait, ça me mettrait pas dans des conditions très compliquées. Et c'est vraiment ça aussi qu'il faut que vous preniez en tête. Quand vous avez peur des fluctuations de marché, souvent, en réalité, c'est que vous avez acheté parce que vous espériez devenir riche comme ça du jour au lendemain et que vous n'aviez aucune vision du marché, vous ne saviez pas sur quoi vous investissez. À partir du moment où vous comprenez sur quoi vous investissez et que simplement vous comprenez un petit peu ce qui se passe et qu'on vise à disrupter une classe d'actifs qui est présente depuis des millénaires, notamment celui de la réserve de valeur et plus spécifiquement l'or, et qu'on surperforme l'or depuis le début, il n'y a aucun intérêt à rester sur des monnaies fiduciaires qui se dévaluent avec le temps, comme ce que je viens de vous expliquer depuis le début. Investir dans le Bitcoin aujourd'hui, c'est une décision que vous ne devez absolument pas prendre à la légère, d'autant plus avec toute la demande exponentielle qu'on voit aujourd'hui arriver de plus en plus sur le marché. On voit d'ailleurs des gros investisseurs comme Raoul Pal qui voit aujourd'hui bien évidemment la proposition de valeur qui est aujourd'hui proposée pour Bitcoin et Ethereum. Donc il a décidé de se créer un portefeuille à 80% de Bitcoin et 20% d'Ethereum et il a vendu clairement la plupart de ses actifs et notamment de son or et de son argent. Pourquoi ?
pour acheter du Bitcoin et pour acheter de l'Ether. Et bien évidemment pourquoi? Parce que on surperforme depuis maintenant la création du Bitcoin ces réserves de valeur là. Donc selon lui, il n'a aucun intérêt à rester sur ces anciennes entre guillemets réserves de valeur là, vu que ces nouvelles visent à aujourd'hui disrupter tout ce marché et le marché de la réserve de valeur. Bien évidemment, il y a des avantages et des inconvénients, hein. Vous le savez, Bitcoin, il y a de nombreux avantages par rapport à l'or. Le fait que par exemple on peut pas trafiquer et créer des faux bitcoins, c'est impossible de le faire. Par contre, on a eu tout un tas d'exemples des personnes qui ont acheté du faux or, par exemple de l'or qui était plaqué par exemple sur du tungstène. Vous pouviez acheter entre guillemets des tomates farcies, quoi. Vous achetiez un lingot d'or et puis quand vous le coupiez en deux, vous aviez une fine pellicule d'or et entre vous aviez du tungstène ou un autre métal qui n'avait absolument pas la même valeur que l'or. Avec Bitcoin, c'est absolument pas le cas, hein. C'est vérifié à chaque transaction que vous faites et vous pouvez pas contrefaire un Bitcoin. C'est également beaucoup plus simple à transférer, ça coûte beaucoup moins cher de transférer du Bitcoin que des métaux précieux. C'est également beaucoup plus simple à diviser, c'est également beaucoup plus simple à pouvoir protéger vos actifs. Aujourd'hui, avec votre simple clé privée, vos 24 mots, vous protégez vos clés privées, alors que il va falloir beaucoup plus de moyens pour pouvoir protéger votre or et votre argent. L'inconvénient qui a avancé le plus souvent pour les personnes qui sont assez réticentes d'investir plus spécifiquement dans le Bitcoin, c'est notamment l'historique. C'est vrai que pour avoir vraiment la notoriété d'une réserve de valeur, il y a vraiment l'historique et c'est vrai que l'or, l'argent, c'est un actif qui est là depuis maintenant des millénaires et c'est vraiment acté que c'est une réserve de valeur. Ça a passé tout un tas de crises, tout un tas de guerres et on sait que c'est acté que c'est utilisé comme étant réserve de valeur. Là, on n'est pas du tout sur le même cas de figure, on est sur l'émergence d'une nouvelle classe d'actifs. Donc forcément que ça va être beaucoup plus volatile, mais si on prend les résultats depuis le début et ce que je viens de vous expliquer, on est vraiment sur l'émergence d'une classe d'actifs, mais qui est en train de surperformer de près ou de loin toutes les différentes classes d'actifs qui existent aujourd'hui, que ce soit les actions, les obligations, bien évidemment même les entreprises qui ont surperformé le marché il y a plusieurs années comme Amazon, Apple, Google, etc. Bitcoin surperforme même aujourd'hui toutes ces entreprises-là qui sont utilisées aussi, je vous le rappelle, comme étant une réserve de valeur pour protéger leur patrimoine. Mais simplement, vous voyez qu'avec cette courbe, si vous ne détenez pas aujourd'hui de Bitcoin, selon moi, c'est une grossière erreur puisque vous êtes en train de louper en fait vraiment toute l'évolution et tout le développement global du marché. Ça, c'est super important. Ensuite, un autre point qu'il faut avoir en tête, si vous pensez aujourd'hui que le Bitcoin, c'est beaucoup trop volatile, en plus de ça, c'est notamment l'utilisation du Bitcoin dans le cadre d'une diversification de portefeuille et dans le cadre d'une diversification d'actifs. Vous le savez, mais il y a tout un tas d'analyses qui ont montré notamment que Bitcoin était pas ou peu corrélé avec toutes les différentes classes d'actifs qui existaient sur le marché. Par exemple, là, on a la corrélation qui existe entre les différentes classes d'actifs, que ce soit le marché US au niveau des actions, que ce soit au niveau des small caps, que ce soit au niveau de l'or, par exemple, et puis tout un tas d'autres actifs. Qu'est-ce qu'on observe? On observe que on a une corrélation qui est nulle, voire très très faible sur la plupart de ces actifs financiers-là. Par contre, quand on prend par exemple le marché action aux États-Unis et qu'on le compare avec les autres actifs, je vous rappelle que quand on est sur une corrélation de 1, ça veut dire qu'on a une corrélation qu'on est sur une corrélation de 100%. Quand on a le marché US qui va augmenter de 1, on a par exemple les small caps qui vont augmenter de 1 si on avait 1. Sauf que là, ça va être 0,95. Donc là, vous voyez, on est sur des corrélations qui sont presque parfaites, voire extrêmement importantes sur toutes les autres classes d'actifs. Bitcoin prend tout son sens puisque fondamentalement, on est sur quelque chose de complètement différent. Pourquoi? Puisque aujourd'hui, Bitcoin ne dépend d'aucun tiers de confiance et il n'y a pas de risque de contrepartie. C'est la même chose pour l'or. Si demain, on a par exemple une faillite bancaire, vous allez avoir le marché de l'immobilier qui risque de prendre un sacré coup. Vous avez le marché forcément obligataire qui risque de prendre un sacré coup. Vous avez le marché des actions qui va prendre un sacré coup. Bref, aujourd'hui, tous les actifs de près ou de loin, sauf ceux de la réserve de valeur, ont des problématiques qui sont liées à la risque de contrepartie. Fondamentalement, c'est absolument pas le cas pour les métaux physiques, je parle pas des ETF, mais des métaux physiques comme l'or, l'argent et plus spécifiquement le Bitcoin. Donc, dans une diversification et dans une préservation de votre patrimoine, c'est important d'obtenir une partie de votre portefeuille, plus spécifiquement dans le Bitcoin, puisque ça ne va pas être corrélé avec tous les différents types d'actifs. Et en plus de ça, ça vous permet de jouer sur le ratio de Sharpe. Donc le ratio de Sharpe, pour ceux qui ne savent pas,
C'est tout simplement une mesure, un ratio que vous allez pouvoir mesurer et qui vont vous permettre en fait de savoir si le fait d'investir dans un actif, ça va vous permettre de décupler les rendements et si les rendements que vous allez obtenir grâce à l'investissement que vous allez faire dans cet actif, ça va augmenter le risque de votre portefeuille ou pas. Et en fonction de ça, vous allez faire votre calcul et vous allez pouvoir vous rendre compte si en effet ça va augmenter votre risque ou votre rendement ou les deux, tout simplement. Derrière, vous allez avoir donc plusieurs cas de figure. Soit vous êtes sur un ratio qui va être compris entre 0 et 1. Donc là, ça veut dire que le surrendement du portefeuille considéré par rapport au référentiel se fait pour une prise de risque qui est trop élevée. Donc en fait, si on est sur 0 et 1, entre 0 et 1, on considère qu'on prend un risque beaucoup trop important par rapport au gain de rendement qu'on va pouvoir obtenir. Par contre, si on est sur un ratio qui va être supérieur à 1, ça veut dire que le rendement du portefeuille va surperformer le référentiel de risque et que donc ça peut valoir le coup d'investir. À titre d'exemple, vous pourrez regarder un petit peu le ratio de Sharpe pour Bitcoin, mais on est très largement au-dessus de 1. Donc ça veut dire qu'on est vraiment sur un pari asymétrique. Donc vous avez beaucoup plus de chances d'obtenir un décuplement de la valeur de votre portefeuille tout en limitant le risque, donc en augmentant votre ratio de Sharpe, donc vous prenez moins de risques, vous découplez votre rendement et en plus de ça, vous diversifiez votre portefeuille. Je vous ai montré qu'on avait une corrélation qui était nulle, voire presque extrêmement faible avec les autres actifs. Et là, c'est un rapport qui a été fait par Fidelity, hein. C'est pas n'importe quelle firme. Je vous laisserai jeter un coup d'œil un petit peu ce qu'est Fidelity. C'est une entreprise d'actifs financiers qui gère aujourd'hui plusieurs trillions d'actifs sous gestion. Donc c'est pas rien du tout. Et s'ils vous présentent ça, c'est qu'ils ont, je pense, fait leur travail. Et d'ailleurs, ils proposent depuis maintenant plusieurs années des produits à base de Bitcoin directement aux investisseurs. Donc ça, c'est super important. Je voulais vraiment vous présenter ça puisque c'est vrai qu'à court terme, on peut très vite se faire un petit peu avoir en disant ça baisse, ça augmente, ça a pris 100 $, ça a augmenté de 100 $, etc. Et c'est pour ça que je vous ai parlé souvent du dollar cost averaging, hein, d'acheter un petit peu chaque mois et d'avoir une stratégie claire si jamais vous voulez profiter des différents cycles, notamment grâce aux épisodes de halving pour pouvoir peut-être vendre plus haut pour racheter plus bas. Ça, c'est super important et il faut vraiment que vous ayez une vision long terme. Quand vous comprenez au niveau macroéconomique ce qui se passe, quand vous comprenez d'un point de vue financier et que vous êtes vraiment sur l'émergence d'une toute nouvelle classe d'actifs qui vise à disrupter tout ce qu'on connaît aujourd'hui, notre manière de concevoir l'argent, de faire des échanges les uns avec les autres, etc., vous ne pouvez plus aujourd'hui clairement être sujet à ces volatilités du cours, ou du moins si c'est encore le cas, c'est que soit vous avez pris des risques beaucoup trop importants, soit que vous n'êtes pas suffisamment formé là-dessus. Et d'ailleurs, si c'est le cas, je vous invite vraiment à vous former. On a d'ailleurs un programme pour les débutants qui s'appelle Crypto Start, qui vous permet d'avoir vraiment toutes les bases nécessaires et essentielles pour pouvoir investir efficacement dans le secteur des crypto-monnaies. Et c'est vrai que si aujourd'hui vous n'avez pas les bases, vous pouvez vous perdre un petit peu dans les méandres du marché sans pour autant obtenir les résultats que vous souhaitez avoir. Donc pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur le programme Crypto Start, on vous aura mis le lien en description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Si vous avez des questions, des interrogations, des sujets que vous aimeriez qu'on traite également dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas à nous en faire part. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et j'espère vous retrouver dans une de nos prochaines vidéos. Salut à tous.